Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir et comme chaque année, on s'occupe des pires films que j'ai vus cette année. Alors c'est quand même des vidéos que je fais depuis 2016. Évidemment, ça me fait plaisir de parler des films qui m'ont le plus marqué cette année, mais c'est toujours intéressant je trouve de revenir sur moi les films que j'ai le plus détestés pour les atomiser, voilà, pour vous montrer ce qui moi me déplaît atrocement dans le cinéma, ou ce que je considère comme des rendez-vous manqués. Dans mes vidéos de flop, faut quand même partir du principe que moi je vais jamais au cinéma à reculons. Voilà, je vais pas aller voir un film que je juge de prime abord atrocement horrible. Je me suis pas infligé des Morbius, voilà, je me suis pas infligé des films qui ont l'air absolument atroces et où tout le monde est vraiment assez unanime pour dire que c'est une énorme bouse. Mais voilà, ça arrive des fois, il y a des rendez-vous manqués, il y a des films qui sont quand même des événements et donc je me pousse un peu à aller voir, même si je me doute que je vais pas forcément trop les apprécier. Et cette année, en termes de déception et de films absolument atroces, j'ai quand même été servi, vous allez voir. Nous avons un très beau panel cette année que j'ai hâte de décrypter avec vous. Ah, il est possible que vous preniez une balle perdue à un moment ou à un autre parce que ça va tomber sur un des films que vous avez adoré. Et c'est comme ça, c'est le jeu, hein, voilà. On en choisit 10, c'est complètement arbitraire. Mais ce sont les 10 que je vais détruire. Avant même de parler de films, de ma sélection officielle, il y a quand même évidemment une série qui m'a terriblement déçu, voire même qui m'a choqué, qui m'a outré par sa nullité. Et cette série, je tenais à vous en parler puisque c'est The Rings of Power, les anneaux de pouvoir, voilà, l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux. Je crois que j'y passé par toutes les émotions avec cette série. Quand elle a été annoncée, quand il y avait les premiers visuels, mais j'y croyais tellement de fou. J'étais, je pense, une des personnes les plus hypées qui existent sur Terre. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le premier épisode, j'étais mais dithyrambique. J'ai trouvé les visuels tellement magnifiques que ça m'a replongé 10 ans en arrière dans une de mes sagas préférées, voire ma trilogie préférée, Le Seigneur des Anneaux, qui est une saga qui a vraiment marqué ma vie, hein. Voilà, je trouve que c'est une des plus grandes œuvres, en plus fantastiques, de ma génération, que j'ai pu admirer au cinéma quand j'étais ado, donc c'est évidemment un monstre sacré, et donc j'attends beaucoup de cette adaptation. Est-ce que du coup on peut compter sur Jeff Bezos pour avoir fait le travail? Eh bien je vous le dis tout de suite, non! C'est censé être la série qui a coûté le plus cher du monde, même si les droits d'adaptation rentrent dans le pactole, le prix final qui est de 1 milliard. Il y a quand même 750 millions qui ont été donnés à cette série pour faire 8 épisodes. Où est le problème? C'est que passé la fascination que j'ai eue de retrouver ce monde dans le premier épisode, ces nouveaux personnages, ces intrigues diverses, tout cet univers qui était, je trouve, très coloré, très diversifié, et ben c'est très joli, mais derrière on n'a pas de série en fait. Derrière on n'a pas de série. Ça m'a très rarement fait ça dans ma vie, mais dès l'épisode 2, j'étais déjà sorti de la série. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, tout simplement, l'histoire n'avançait pas, que les personnages n'étaient pas travaillés, que l'histoire était pas intéressante, il n'y avait pas d'enjeu, qu'on ne comprenait pas trop là où la série voulait aller. On a des espèces de simulateurs d'amitié entre un elfe et un nain. On a le personnage de Galadriel qui est très unilatéral, qui n'évolue pas trop, alors que je trouve ça assez intéressant de nous montrer le personnage de Galadriel comme une guerrière. On la redécouvre d'une nouvelle manière, différente de celle qu'on connaît, puis on se dit du coup qu'elle va avoir une très belle et grande évolution, ce personnage. Une soldate en fait jusqu'à une grande sorcière au pouvoir incommensurable. Le pitch de base me disait putain mais il y a plein de trucs stylés qui sont possibles quoi. Il y a tellement de pistes intéressantes, il y a tellement du budget, tellement de quoi faire. Et à la fin de l'épisode 2, je trouvais ça déjà totalement inintéressant. Je trouvais que tous ces personnages, tous les personnages secondaires, ils ont des gueules d'acteurs hollywoodiens quoi. Ils ont pas de la gueule comme dans les films, il y a pas... Le casting c'est vraiment ouais, tous les clichés qu'on peut attendre d'une série de films fantastiques quoi. Ils sont tous beaux, ils ont tous des gueules incroyables, ils sont tous lissés. J'ai l'impression d'être dans un film de lycée américain, mais ils sont tous déguisés en elfes et en nains quoi. Je trouve que la série elle va nulle part, ça devient mais immédiatement inintéressant. Tout ce qui se passe à Erebor, Numénor, je sais même plus comment ça s'appelle. Numénor, Erebor, oh, je sais plus là. Mais c'est nul, les intrigues politiques, les personnages sont pas intéressants. Je suis arrivé à la fin de l'épisode 4 et on m'a dit ah mais par contre il y a que 8 épisodes. J'ai dit 8 épisodes? Mais elle commence quand la série du coup? Elle commence quand? Elle va me raconter quoi? Où est-ce qu'on va? C'est quoi le but? C'est quoi le corps de la série? Ah à la fin ils ont construit les anneaux, ah super!
puis on voit la création du Mordor, ah incroyable, ah ouais. Donc c'était un tableau qui a un très beau cadre doré, absolument magnifique, mais derrière il y a rien quoi. Les showrunners apparemment c'est des gros débutants, les gars ils ont jamais rien fait, ils ont écrit, c'est eux qui ont écrit l'intrigue. L'intrigue elle est nulle, mais c'est ça qui pêche tellement dans la série quoi. L'intrigue mise tout sur des retournements de situation finaux que personne n'avait demandé, qui ne sont pas si intéressants que ça. Il y a une espèce de gros dilemme de savoir mais qui est Sauron, est-ce que c'est lui Sauron, alors qu'on a complètement grillé que c'était Gandalf, alors c'est peut-être lui Sauron, et on a complètement grillé que c'était pas lui. Et puis du coup même à la fin quand t'as la révélation de qui est Sauron, ça traîne. Dès qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas, t'as compris qui c'était, pas besoin de traîner, tu fais une révélation un peu choc en fait, ah bah c'est lui Sauron, et puis voilà, tu passes à autre chose quoi. Mais là, c'est une espèce de salmigondis horrible, t'as toutes ces intrigues qui sont éloignées. Moi j'avais pensé que justement qu'elles allaient se croiser rapidement et qu'on allait voir des personnages qui allaient se rencontrer les uns les autres, mais toute l'intrigue avec les hobbits, enfin c'est pas les hobbits, ils ont pas les droits, mais c'est les pieds velus, ça n'a rien à voir avec des hobbits, hein. Ah oui, non, eux ils sont nomades, ah ouais. Ah, ça n'a rien à voir. Donc moi je me disais, est-ce que c'est eux qui vont devenir les hobbits? Ça aurait pu être intéressant, voilà. Mais ça c'est nul, ça. Du coup tu n'as aucune espèce d'impact sur l'intrigue, à part parce que tout ce qui concerne les hobbits tourne autour de Gandalf et du pouvoir de l'amitié. Il y avait un truc cool à faire avec ça, mais voilà, tout ce qu'ils arrivent à pas raconter en 8 épisodes, c'est fou, quel gâchis, les anneaux de pouvoir. Pour moi c'est vraiment la série Amazon quoi. C'est prendre une grande licence, se dire qu'on va rentabiliser dessus, le passer par tous les filtres du cinéma hollywoodien. Scénario inintéressant, il y a tellement de fanservice, mais inintéressant, nul, qui est juste là pour dire hey, regardez, on a mis une charge de cavalier. Ça vous rappelle un truc, hein? Arbrand, là, c'est une espèce de parodie d'Aragorn, mais enfin, c'est marqué sur sa gueule, il est marqué Aragorn 2.0, quoi. Tout est fan service, une très belle amitié entre un nain et un elfe. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont repris tout ce qui faisait la saveur du Seigneur des Anneaux, qu'ils l'ont passé dans une espèce de moulinex d'Hollywood et qu'ils se sont dit, boum, à la fin, ça va chier de l'or et on va être riche. Bah, c'est mort, je n'ai aucune envie de regarder la saison 2. Aucune envie. Cette série m'a dégoûté. Je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus intéressant que cette bouse qu'ils ont fait. Pour moi, c'est le summum de la série objet commercial de ouf. C'est de la merde, voilà. Je sais pas si vous avez compris, j'ai pas aimé. Je trouve qu'elle devrait brûler en enfer. Ils ont vraiment repris tous les concept art de Peter Jackson. Et c'est là que tu vois que quand t'as pas de talent derrière, bah c'est de la merde, voilà, c'est pas intéressant. N'en parlons plus parce que c'est trop nul et que ça m'intéresse plus d'en parler. Voilà, c'était une petite digression série les amis, mais nous allons pouvoir tout de suite rentrer dans le top 10 des pires films que j'ai vus cette année. Vous avez vu, je suis déjà bien énervé, hein. Putain, le Seigneur des Anneaux, ça m'a trigger, hein. J'avais oublié que j'avais vu cette daube et ça y est, je commence déjà à être un peu vénère. Je vais très vite parler de films qui m'ont un peu déçu, qui auraient pu être dans ce flop, qui ont été juste assez bons pour ne pas s'y retrouver. Il y avait donc Armageddon Time, le nouveau film de James Gray. C'est très très rare que j'aime les films de James Gray. Ces derniers, je trouve que c'est un réalisateur qui n'a aucune saveur dans ses films. Chaque fois que je voyais une scène de ce film, je voyais ce que le réalisateur voulait me faire ressentir tout en échouant à me le faire ressentir. Voilà. Donc ce film ne raconte au final que très peu de choses, n'est pas très intéressant. Pour moi, c'est un échec total. Dans ce qu'il veut faire en tout cas. Black Panther 2 très très mauvais. Le Black Panther, comme Matrix 4, utilise une technique qui ne marche pas du tout, c'est de montrer des extraits du film d'avant, où tu vois T'Challa, tu vois Chadwick Boseman, et tu te rends compte à quel point le mec était charismatique, et tu vois que sa présence manque dans chaque plan du film. Après, c'était cool, je suis allé le voir dans une salle qui était complètement possédée, c'était presque en avant-première, il y avait des mecs déguisés en Black Panther, il y avait des gens qui hurlaient Iwangwe, voilà. Ça gueulait bien, c'était cool. Et il y a une gamine, c'est trop marrant, justement que le film commence, elle a fait « Est-ce que vous êtes prêts ?» Et tout le monde a hurlé dans le cinéma. Donc il y avait une bonne ambiance qui n'a pas empêché au film d'être à chier. Très très moche les images de synthèse. Hein. Il y a des cinématiques de PS3 là-dedans. Ah, ça fait mal. Bon, je m'étends pas dessus parce qu'il est pas dans mon flop. Dernier film qui aurait pu rentrer dans mon flop mais qui n'est pas assez à chier mais qui aurait vraiment pu être... c'est Don't Worry Darling qui est une espèce de dystopie. C'est un film qui sur le papier pourrait être intéressant. Je suis allé voir parce qu'il y a comment elle s'appelle, Pew. Comment elle s'appelle? Je me souviens que de son nom, Pew. Laurence Pew? Non, je sais plus, je suis désolé. Bref, j'adore cette actrice, c'est une actrice géniale, d'ailleurs elle est très très forte dans le film, elle joue vraiment très très bien. C'est un des films avec un des twists finaux les plus pitoyables que j'ai vu toute ma vie. Nul, inintéressant, je me suis fait chier, voilà.
Un mauvais thriller. Numéro 10. Numéro 10, nous allons parler d'un film événement de l'année 2022 puisqu'il a marqué les esprits par ses cascades et sa réalisation absolument incroyable. C'est Top Gun Maverick, un très très grand film d'action. Et non, c'est un énorme film de gros boomers. Ça a été fait par des énormes cassos et au-delà de la performance technique, c'est une merde, voilà. Spoiler, voilà, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Mais non, c'est horrible, c'est un des films qui m'a fait le plus cringer devant l'écran pendant ma séance. Je voulais que les gens arrêtent de parler, qu'ils montent dans leur cockpit pour voir des très très beaux dogfights. Mais sinon, non, c'est horrible dès que les personnages ouvrent la bouche dans ce film. C'est écrit par des gros boomers des années 80. Effectivement, je viens un peu de le suggérer, mais c'est un film à la performance technique. Pas technique, enfin si c'est une performance quand même visuelle, mais c'est avant tout une performance puisque les acteurs sont vraiment dans des énormes avions. Enfin il y a des plans qui qui vont, je pense, marquer l'histoire du cinéma, ça c'est très clair. Dès qu'ils sont en vol, dès que Tom Cruise est dans le cockpit de son avion, franchement c'est assez impressionnant quoi. Puis en plus le cinéma avec le travail sur les bruitages, voilà, je trouve que le scénario est pas ultra palpitant en soi, mais les scènes de combat aérien sont extrêmement impressionnantes. Enfin là, pour le coup, tu t'en prends plein la gueule. Comme un peu avec le Seigneur des Anneaux, vous allez voir, c'est un thème un peu récurrent, hein, voilà, la forme, ce n'est rien sans le fond, en fait. Et le fond, c'est que c'est un film qui se veut une espèce d'hommage, mais kitsch à en crever aux années 80, avec tous les gros clichés des années 80, mais pas dans le bon sens du terme. C'est pas un hommage des années 80, c'est on te ressort tout ce qu'il y a de pire dans les années 80, les énormes mascus toxiques, les corps huilés, tous ces gros mecs baraques moustachus qui se comportent comme des énormes bourrin avec les femmes, mais qui arrive quand même à les séduire parce que, plus t'es bourrin, plus ça marche, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Les femmes qui sont l'espèce de caricature d'elles-mêmes, les scènes de romance et de séduction. Mais t'as l'impression d'être dans une série B des années 80, quoi. Ah mais la gênance que j'ai ressentie devant ce film, c'était absolument terrifiant. Gênance qui est d'autant plus malvenue, je trouve, parce que le film Top Gun, le premier film, je trouve que c'est un très très bon film, qui, dans l'esprit de beaucoup justement, a un peu cette vibe années 80, un peu kitsch et tout ça, mais qui ne l'est pas vraiment. Dans le premier film Top Gun, il y a vraiment une célébration de la jeunesse, il y a vraiment une célébration des gens qui se dépassent, les jeunes chiens fous, voilà, qui ont du mal à avoir un cadre, mais qui aiment se dépasser. Je trouve qu'il y a vraiment des vraies bromances, il y a vraiment des liens forts qui se créent dans le premier Top Gun, mais là c'est une espèce de parodie quoi. T'as l'impression que le film est une parodie de lui-même. Pour vous donner un exemple, à un moment Maverick, Top Gun, et le gars s'appelle Top Gun. Non, Maverick il raccompagne la barman jusqu'à chez elle, et elle rentre sur le perron comme ça en moulant des fesses, elle rentre chez elle. Et elle se retourne juste une fois et ensuite elle laisse la porte ouverte. Une invitation à la rejoindre dans sa chambre. Mais cringe as fuck, putain, le malaise. Vous voyez, espèce de genre d'image kitsch, glauque, qui renvoie vraiment un truc sirupeux. Voilà, bon, bref. Horrible ce film a tellement de clichés que ça m'a gâché mon plaisir, et c'est pour ça qu'il se retrouve en 10e position de mon flop de cette année. Numéro 9, on arrive à un gros morceau. Accrochez-vous parce que j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire sur Avatar 2, la grosse voie d'eau à tribord, alerte rouge, évacuer le bâtiment, on coule, le film il a coulé. Le film il a coulé pendant 2h30, 3h15, excusez-moi. 3h15 de supplice, non allez, 2h30 de supplice, voilà. Je suis gentil avec le film, je vais pas vous mentir, franchement la première demi-heure, j'étais vraiment bien à fond dedans. Alors pourquoi j'étais à fond dedans? Parce que j'ai quand même réussi à être émerveillé par la performance technique, encore une. On retrouve un peu le même schéma qu'avec Top Gun Maverick. Pourquoi? Parce que James Cameron, il a tourné son film en partie en HFR, c'est-à-dire c'est high frame ratings, c'est-à-dire que par moment il y a des scènes qui sont tournées en 60 images par seconde, 68 images par seconde. Qu'est-ce que ça fait le 68 images par seconde? Ça permet que par exemple quand il y a des mouvements de caméra, il n'y a pas de flou de mouvement dans ce qu'on voit, flou de mouvement qui fait très très cinéma je trouve. Et du coup ça crée un effet extrêmement réaliste et du coup ça rajoute à l'immersion qui est voulue par James Cameron. Ça je trouve que quelque part c'est un pari réussi et j'avoue qu'avec les lunettes 3D, avec le HFR, la première demi-heure, j'étais quand même bien à fond dedans, j'étais en mode un peu waouh,
ah ouais, là je suis en train de vivre une expérience, quoi, un truc que j'ai pas l'habitude de vivre. Au bout d'une demi-heure, c'est bon, t'as compris. Tu passes à autre chose et d'un coup tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'on me montre? Qu'est-ce qu'on me montre? Il y a un film derrière ça, il y a un film derrière le paquet de pognon là qu'on m'a craché à l'écran. Parce que c'est sympa 2 secondes de voir des mecs peinturés en bleu, mais si tu me racontes rien, voilà, c'est pas très intéressant. Donc je vais revenir sur ce que je dis depuis toujours, et ce que j'ai dit avec Top Gun Maverick, c'est que la forme, quand il n'y a pas de fond, bah ça sert à rien en fait. Et je m'en branle que les mecs ils aient fait des brevets pour vachement bien faire une simulation des clapotis de l'eau et tout. Mais film de l'eau, il me fait pas chier. Pourquoi les gens ils s'extasient devant ça? Je ne comprends pas en fait la fascination que peuvent avoir les gens pour l'espèce de performance technique. Ah ouais, ah, c'est incroyable, c'est ultra réaliste. C'est ultra réaliste 2 secondes, hein. Moi franchement j'ai l'impression pendant 2h30 de devoir être une cinématique de PS4 quoi. Et puis en plus comme il y a des changements de nombre d'images par seconde, bah il y a des fois tu vois la différence quoi. Tu passes de ce truc extrêmement réaliste à ce truc qui redevient un peu un film. Bah ça te sort du truc en plus, voilà pourquoi tu fais pas tout ton film en HFR en fait. Ça que je comprends pas le délire. C'est comme les films en IMAX, ils sont à moitié en IMAX, voilà. C'est-à-dire qu'il y a que certains plans qui sont en IMAX et donc t'as des espèces de changements sur ton écran de taille de ton écran, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Faites des full IMAX ou faites des full HFR. Mais faites pas des espèces d'entre-deux pourris quoi. Voilà, bon sinon, pourquoi le film est nul? Parce que son scénario est à chier. Je suis estomaqué de voir tout ce qu'il n'arrive à pas raconter en 3h15 de film. Je comprends pas la fascination que peuvent avoir les gens pour Pandora quoi. Et pour les navis. Genre déjà c'est ça qui m'avait sorti dans le 1, mais le 1 c'est un meilleur film que ça. Le 1, moi j'étais un gros détracteur du 1. Là, quand j'ai vu le 2, je reconsidère le 1 sous un nouveau jour. Le 1 il est pas mal en fait, hein. Le 1 c'est un presque film correct en fait, hein. Genre les gens sont en mode ouah c'est incroyable, Pandora, c'est une jungle. Waouh. Et puis là il y a de l'eau, et puis il y a de l'eau, puis il y a des otaries quoi. Il y a des otaries dinosaures avec des dents, et il y a des grosses baleines qui ont 4 nageoires. C'est un truc de ouf. Mais l'homme qui a inventé ça, c'est une révolution quoi. Genre waouh. Mais il faut être un génie de quel esprit malade ce monde absolument maléfique est sorti. Genre ça vous fait rêver. C'est des grands humains bleus, ils ont des prises électriques accrochées à la nuque et vous êtes en mode c'est incroyable. Oh c'est un monde absolument subjugué. Puis là c'est dans l'eau là. Ah là oui, ah, ça n'a rien à voir. Ah ça n'a rien à voir avec le premier. Bah si, ça a exactement tout à voir, c'est le même putain de film. C'est la même intrigue. C'est un mec qui fuit les Américains qui viennent coloniser pour essayer de voler une ressource rare. Alors là c'est plus les cailloux de merde de balles qui valent très cher, là c'est carrément un liquide de l'huile de baleine qui permet de se rendre immortel, voilà. Ça n'a rien à voir, Ah non, c'est une histoire complètement différente. Et donc il fuit et il rejoint une tribu sauvage dans laquelle il a du mal à s'intégrer. Après il arrive à s'intégrer et après il combat les vilains méchants américains et il les repousse. Et à la fin il se dit que en fait ça sert à rien de fuir, il faut combattre, voilà. La conclusion de Avatar 2, c'est la même putain de conclusion qu'Avatar 1. Et le personnage arrive à la même état d'esprit. C'est-à-dire que ce film n'a servi à rien. À la fin, ils sont ah oui, ça sert à rien de fuir, il faut que je combatte pour mes proches. Voilà. C'est le même film. C'est juste que là, ils sont dans le pédiluve et ils s'amusent dans la flotte pendant 2h30. Voilà. Il y a tellement de scènes à chier dans l'eau que tu pourrais me les dégager à la grenade, qui servent à rien. Toute l'histoire avec la baleine là qui est blessée, on s'en fout. Tu le virais, en fait c'est une baleine, on croit qu'elle est méchante, en fait elle est gentille. Ah. Je suis dans Avatar 2, dans un putain de lycée américain, où il y a des vilains jeunes qui sont pas sympas, qui bullient les nouveaux qui viennent d'arriver dans l'école. Et t'as des scènes de bullying pendant une demi-heure. Ah c'est Pandora. Ah là je suis à des années-lumière de la planète Terre là. Ah là, oh je voyage là. Pourtant il y a une bonne idée au début du film, où tout le monde parle le Navi. Et à un moment Jake il dit ah oui le Navi je l'ai tellement parlé que c'est devenu comme ma langue maternelle. Et à partir de là, il parle américain. Enfin anglais. Et du coup tu te dis ah bah bonne idée. C'est intéressant, le parti pris est intéressant. Mais c'est pas que ils parlent comme des Américains, ce sont des putains d'Américains. Ils ont des comportements de jeunes américains, de rebelles américains. Il dit yes sir en parlant à son père. Je suis dans le putain de Texas. / chez les Maoris. Oh c'est incroyable. Une nouvelle civilisation qui vit dans la mer. Ils ont des mains palmées, waouh, ils ont des queues et tout. C'est des putains de Maoris. Ils ont des tatouages. Ça vous fait rêver? Là on est loin, là on est à Pandora. On est en Nouvelle-Zélande. Je suis désespéré du manque d'imagination de ce film, quoi. Manque d'imagination parce qu'il plagie le premier, manque d'imagination au niveau de la création artistique. Les effets spéciaux, mais je m'en fous en fait de vos effets spéciaux, quoi. Enfin, ça m'a tenu une demi-heure, quoi. Tous les personnages sont inintéressants, inexploités.
tu sens bien qu'ils disent ouais mais on a plein de trucs qu'on va développer dans le 3, mais je m'en fous, t'as 3h15. Comment en 3h15 je n'ai aucun personnage qui est développé? J'ai au pire un début d'amourette entre un jeune ado et une autre gamine. Pourtant le Spider, le jeune humain là qui est élevé par une Na'vi, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être méga intéressant. Le personnage du général qui revient dans un corps de Na'vi. Le Na'vi, c'est les créatures qu'il déteste. Il pourrait être trop bouleversé par ça, mais rien du tout. C'est juste, je veux me venger de Jake Sully. J'ai 3h15 pour développer mon personnage. Je veux me venger de Jake Sully. Je veux me venger de Jake Sully. C'est nul. Donc non, ce film est pas bien. Il y a les enfants qui se font prendre 3 fois en otage. Pas une, pas deux, 3 fois. La gamine, elle fait je suis encore attachée. Ben ouais, putain. Comment on en arrive là? Comment c'est possible que scénaristiquement vous disiez pas ouais non c'est un peu chaud là, je vois quand même un peu l'artifice scénaristique qui s'arrange pour que tout le monde se retrouve au même endroit. Ah ils s'en vont mais ils se refont prendre en otage, on les ramène. Ils s'en vont, ils se refont prendre en otage, on les ramène. Comment vous pouvez prendre du plaisir devant un tel vide absolu? Alors là vraiment je comprends pas. C'est vraiment vous dites ah c'est très beau. Ah c'est beau hein. C'est beau ouais. Ouais c'est beau. Voilà, on a tout dit. C'est très beau, mais c'est très chiant. Et encore, c'est très beau. Voilà, je connais des films qui ont moins de moyens, qui sont plus créatifs et que je trouve vachement plus jolis. Ouais, écoutez, j'ai sûrement oublié des trucs. J'avais plein de trucs à dire sur cette chiasse qui est Avatar 2. Mais franchement, ça pue tellement la merde que j'ai même pas envie d'en parler. Si vous avez envie de vous infliger ça, putain, on va avoir un 3, un 4, un 5, un 6. Il veut en faire 7, James Cameron. 7. Mais qu'est-ce que tu racontais? Après, il va y avoir la tribu de la lave, il va y avoir la tribu des cendres, après, il va y avoir les humains qui vont revenir, et après, ils vont sasser les humains, ils vont retourner sur Terre pour attaquer les humains. C'est bon, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour, arrêtez le supplice. Mais au moins, voilà, si jamais vous avez quand même envie de vous infliger ça, et bonne chance aux gens qui vont aller voir en 4DX, qui vont se prendre des trompes d'eau dans la gueule H24 pendant le film. Ça va être très drôle. Si vraiment vous avez envie de vous infliger ça, allez au moins le voir en HFR en 3D. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Aucun début d'espèce d'intérêt. Sinon, ne vous infligez pas cette chiasse qui est Avatar 2, la voie d'eau à tribord. Moi, j'ai beaucoup parlé d'Avatar 2, c'est très bien parce que j'ai pas très envie de parler du film suivant. Non pas que je n'ai pas grand chose à dire dessus, c'est surtout que je ne m'en souviens pas. Voilà, c'est un film qui est sorti en avril, s'appelle Abuela, par le réalisateur de Rec. Donc je me suis dit bon, c'était quand même un film marquant, Rec. Il y a des caméras et tout, voilà, ça filme. Je me dis je vais peut-être voir quelque chose d'intéressant, une performance intéressante. Et puis c'est vrai que les vieux qui font peur, les corps de vieux comme ça, les maladies dégénératives, les vieux qu'on comprend pas trop ce qu'ils font, je trouve que c'est un bon potentiel d'épouvante. Voilà, c'était une bonne idée. En vrai, c'est une histoire complètement conne d'une jeune mannequin qui habite en France et qui se retrouve obligé d'aller s'occuper de sa grand-mère en Espagne dans un grand appartement vide. Sa grand-mère complètement folle dingo qui va commencer à faire des trucs de folle dingo. En fait, ça va tellement dans le folle dingo que ça devient risible, quoi. C'est tout ce que vous pouvez imaginer de pire et tout ce que moi je déteste dans le cinéma d'épouvante, les histoires de possession, d'esprit, c'était naze, ça faisait pas peur. Ça en devient tellement kitsch et cliché dans ce que ça veut faire que ça en devient vraiment ridicule. Vous imaginez ici la petite vieille qui rampe au sol comme ça en essayant de s'approcher du personnage. En plus ça joue pas bien, ça vire dans le fantastique. Et en fait je suis assez sidéré, je vous dis, parce que j'ai dû regarder la bande-annonce là avant de faire la vidéo pour me souvenir de ce film. Je ne me souvenais plus ce qui se passait. Je l'avais éradiqué de ma mémoire, quoi. J'étais dans le déni, voilà. Donc Abuela, je crois que je sais plus ce que ça veut dire. C'est peut-être le nom de la petite vieille Abuela. Abuela est plus là. Ah, mes flops ont jamais été vraiment des performances intellectuelles, hein, voilà. En vrai j'essaye. En vrai normalement j'essaye. Là, Avatar, j'ai quand même essayé de développer mon sujet. J'ai quand même essayé de voilà, vous montrer quel était le problème. Bon, là, je pense qu'à l'affiche, j'aurais dû voir qu'il y avait un problème. J'aurais dû me dire, bah oui, non, évidemment, ce film va être une merde. Je sais pas, je devais avoir envie de me faire peur. Moi, j'adore le cinéma d'épouvante, j'adore. Mais c'est fou que ce soit un de mes genres préférés. Et c'est dans ce genre-là qui se fait le plus grand nombre de merdes, le plus grand nombre d'étrons. C'est toujours une espèce de série B, le cinéma d'épouvante. Tiens, voilà, j'ai rien à dire sur Abuela, mais je vais en faire un moment coup de gueule sur le cinéma d'épouvante. Le cinéma d'épouvante est toujours, très souvent, considéré comme un espèce de film de série B, on s'en fout. Juste, on a un concept, peu importe si l'histoire elle est à chier. En fait, le fait que l'histoire soit à chier et que ce soit un film à chier, ça fait partie du charme du film d'épouvante. Bah non, je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord. Il y a plein de films d'épouvante géniaux, avec des concepts stylés, des histoires bien écrites. Mais moi, j'ai l'impression que le dernier film
d'épouvante stylé que j'ai vu, c'était It Follow, c'était il y a des dizaines d'années quoi. Et je trouve que c'est la même recette de film d'épouvante. Un concept, des scènes kitsch, des scènes d'épouvante surjouées, ça joue pas bien, c'est pas intéressant. C'était Abuela, voilà, ne vous affligez pas ça. Numéro 7, c'est aussi plus un coup de gueule contre Marvel plutôt que contre le film lui-même. Doctor Strange 2. J'ai toujours haï Marvel, hein, vous le savez, si vraiment vous me suivez depuis longtemps. C'est très très rare les films que j'ai aimés chez Marvel, je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme hein, sur la vingtaine de films qui est sorti. Là, en fait, toute leur histoire de multivers, oh là là, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Puis avec toutes les séries qu'il y a à suivre, ça devient impossible à suivre, en fait. Si t'as pas vu les 4 séries parallèles, tu peux pas comprendre les films. Bon là, c'est un film qui donne suite à WandaVision, qui est une excellente série pour le coup. WandaVision, c'est vraiment une petite pépite, une petite merveille. Et en fait, ça a été fait par Sam Raimi. Alors que je trouve que le film a un très très gros problème, c'est que Sam Raimi s'est dit, je vais faire ce film-là, il va le faire avec sa patte à lui. Il va remettre dans le film tous les thèmes qui lui sont chers, tout ce qui est propre à son cinéma, voilà, les corps, les zombies, enfin, il y a du Evil Dead dans Doctor Strange 2, voilà, il y a du Evil Dead, puis c'est quand même Sam Raimi, il a quand même fait Spider-Man, donc tu te dis, waouh, est-ce qu'on va retrouver un truc avec sa patte, avec... pas du tout, c'est vraiment la patte Marvel, film chiant, pas de mise en scène, chant contre chant, plein d'effets spéciaux, vraiment pas très ouf, pas très beau. C'est l'histoire qui est assez inintéressante, quoi. Ça met en avant une gamine, je me demande si cette gamine c'est Miss Marvel. Est-ce qu'elle avait pas une série, la gamine? Et pareil, leur adaptation de Miss Marvel, le personnage du comics de Miss Marvel est absolument passionnant, ils en ont fait un personnage à chier, quoi. Parce que le personnage de Miss Marvel, c'est qu'elle peut changer de forme et d'identité, qu'elle accepte pas d'être une petite pacouche... elle se trouve bien vilaine et tout ça. Enfin, il y a vraiment tout un discours dans le comics sur l'acceptation de soi et tout ça. Je digresse, mais j'ai rien à dire sur Doctor Strange 2. Si, quand je regardais le film, je me disais, mais WandaVision, elle a envie de tout détruire parce que elle veut retrouver ses enfants. Elle veut faire revivre ses enfants. Et pendant tout le film, je me disais, mais avec tous les multivers qui existent, on peut pas trouver un univers dans lequel les enfants, ils ont perdu leur Wanda. Elle redevient mère. Voilà, terminé. Merci Lucas. L'histoire de Wanda est réglée. Le multivers terminé. En fait, ce qui me vénère avec le multivers, c'est que ça crée un champ de possibles complètement absurde. Qui, par exemple, fait que la mort de tous les personnages est absolument inimpactante. Parce que, imaginons, j'en sais rien, Doctor Strange il mourrait dans cet épisode-là. Il y aura un autre Doctor Strange dans un autre univers qui viendrait sauver la mise. Et on pourrait recycler... ad vitam aeternam les personnages, enfin voilà, je trouve que ça part dans tous les sens, que le pari de Sam Raimi d'avoir essayé sa patte graphique marche pas dans le film est chiant, il se passe rien. Pourtant moi j'étais très très hypé par le fait que Wanda soit une des grandes méchantes. Je trouve que vraiment elle a le charisme et un potentiel de ouf pour être une grande méchante du multivers quoi, mais non, raté, voilà. Bon, Doctor Strange, quoi. C'était le combien? C'était le 7. Numéro 6, je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça. C'est le menu avec Ralph Fiennes et Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy, qui je trouve est une des actrices les plus surcotées de notre génération, qui a un très maigre talent, qui joue toujours les mêmes rôles fades et sans saveur, mais qui est une espèce d'icône, qui est devenue une icône de la jeunesse dans le cinéma. Pourquoi je me suis infligé ça? En fait, le menu, je voulais pas aller le voir de base. La bande-annonce me disait pas du tout, et t'as 2 personnes qui m'ont dit « Ah mais c'est énorme, c'est vraiment ultra critique, c'est profond, la critique elle est profonde et tout, mais qu'est-ce qu'il y a de profond dans ce film, quoi? Il y a des profondeurs abyssales de la connerie, c'est le cliché du film concept avec plein d'acteurs connus et on va leur faire vivre une expérience. Bon, pour vous parler de ce film, c'est une jeune femme qui se retrouve un peu malgré elle invitée à un grand dîner mondain qui réunit les plus grandes critiques gastronomiques du monde, alors qu'elle sait pas trop ce qu'elle fout là, voilà. Et le menu, c'est pas ce à quoi il s'attendait et ça part un peu en couille, assez rapidement en couille. Pas autant loin de en couille par rapport à ce que j'aurais aimé. Déjà c'est long, ça traîne en longueur mais pendant une éternité. Si le film voulait me faire ressentir le temps d'attente dans un restaurant, c'est totalement réussi. Ah, ça c'est un pari réussi parce que je me suis fait chier, mais de bout en bout. Et donc spoiler, moi je peux vous dire ce qui se passe dans ce film parce que vraiment, je vais vous divulgacher, hein. Si après ce que je vous ai raconté vous dites ah merde j'ai raté le rendez-vous scénaristique de l'année, parce que vraiment vous avez pas vu des bons films, quoi. Et donc en fait le chef cuisinier il est pas content parce qu'il trouve que les critiques c'est trop facile la critique, ils ont gâché sa vie, ils sont vraiment
vraiment très très méchant. Et du coup, il va créer un repas dans lequel, à la fin, il va les traumatiser. Et à la fin, il va tous les tuer. Et ils sont tellement malheureux que même à un moment, il y a un des menus. Enfin, dans le menu, il y a un plat, c'est un mec qui se suicide. Waouh! Moi, je suis choqué. Je suis choqué, c'est extrêmement choquant. Et c'est vrai que c'est un film qui dit les choses, quoi. C'est un film qui te dit, ouais, les critiques culinaires, c'est vraiment que des gens qui font des ronds de jambes et qui parlent pour ne rien dire. Hein. Voilà, c'est ça. Le discours du film, c'est ça. Oh, la critique est facile, hein. Mais voilà, la critique, elle peut briser des vies et puis... c'est vraiment nul. Et puis tout ce côté fancy, là, la cuisine complexe, tout ça. Ouais, c'est vraiment pour les gens qui se font mousser, hein, c'est vraiment nul. Hein. La morale de la fin, c'est que rien ne vaut un bon cheeseburger. Voilà. Ah, super. Waouh. La pertinence de ce film. C'est vraiment le genre de film qui te dit, ouais, ça a rien de réfléchir, quoi. Ah, ça va, les gens qui aiment la haute cuisine, les trucs un peu complexes, avec du goût et les trucs travaillés, ça va, quoi. Hein. Ah, vous nous saoulez, quoi. J'ai l'impression que ce film a été fait par une jeune influenceuse qui aime prendre en photo son Big Mac au McDo. Oh, c'est vraiment... C'est cinéma fast-food, quoi. C'est un film qui n'a rien à dire, qui est inintéressant, qui n'est pas choquant. C'est une merde intellectuelle. C'est une merde intellectuelle, vraiment. C'est une vraie merde intellectuelle, justement, qui critique tout ce côté un peu... questionnement, quoi, sur l'art, sur les choses comme ça, qui est en mode, ouais, ça va, quoi. Rien ne vaut un bon burgerito, quoi. Ah là là, mais c'est pitoyable. Et c'est un film qui, pour démontrer ce qu'il y a à dire, utilise la pire technique qui soit, c'est de rendre ces personnages qu'il veut démonter caricaturaux. Mais si tu rends un personnage caricatural et que tu veux attaquer son propos, c'est toi qui le rends caricatural. Et donc c'est toi qui es dans ton tort. C'est toi qui ne donne pas une réelle image de ce que sont ces personnes qui critiquent, qui ont la critique facile et tout ça. Et du coup, en voulant montrer que ces gens sont caricaturaux, c'est toi qui montres que tu as une vision caricaturale de la chose, que c'est pas un truc complexe et que t'as pas une analyse subtile, quoi, voilà. Ah, j'ai envie de péter la gueule à tous les gens dans ce film, c'était un truc de ouf. Et le film a cette espèce de running gag, mais pitoyable, de Ralph Fiennes qui, pour avoir l'attention de ses clients, fait... et tape dans ses mains comme ça. Et ça, c'est censé être une espèce de trigger. Ah! J'ai l'impression d'être face à un gros débile qui... Ah! Horrible! 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 Horrible. Ah! Nous arrivons, les amis, au numéro 5. Numéro 5, c'est Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, qui est un film de Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh, qui a réalisé plusieurs adaptations. Je suis lancé là, il est en mode full adaptation de Agatha Christie, dans un style très léché et extrêmement coloré. Il marchait très bien, je trouve, dans le Crime de l'Orient Express. Moi, j'avais bien aimé le Crime de l'Orient Express. Voilà, je crois que je l'avais même mis dans un des tops d'une année précédente, parce que j'avais bien aimé l'ambiance et c'est... Moi, je suis très très gros fan d'Agatha Christie, voilà, je suis un très très gros fan. J'adore vraiment tout ce qu'elle a pu écrire. Mort sur le Nil est une des histoires les plus marquantes de l'œuvre d'Agatha Christie, qui a déjà été adaptée d'ailleurs dans une version dans les années 60, qui est extrêmement bien plus intéressante que cette chiasse cosmique, une espèce de dégueulis numérique dont je vais vous parler. Enfin, c'est un des meilleurs twists, je trouve, de l'histoire du film policier. Donc je vous invite à regarder l'ancienne version dans laquelle il y a Mia Farrow. Enfin, il y a une espèce de casting monstrueux d'acteurs extrêmement connus. Tout comme ça avait été fait le Crime de l'Orient Express avec Sean Connery. Enfin voilà, il y avait plein d'autres acteurs très très connus. Et donc pourquoi ce film est horrible? Parce que ce film est une espèce de bouillasse, de fond vert horrible. Les décors sont à vomir. Ça pue le fond vert. Et la vieille image de synthèse, mais t'as l'impression que le film a eu des coupes budgétaires, mais horrible, l'ambiance elle est dégueulasse. Cette espèce de orange léché, ça joue mal, tous les acteurs sont pas bons, les scènes sont inintéressantes, même les scènes de révélation sont mauvaises à chier, je trouve que tu devines le truc, mais tellement à l'avance. Les acteurs sont cringe, on leur fait faire des trucs, il y a une scène de danse lascive. Je n'ai jamais été aussi gêné dans mon siège que quand j'ai vu ça, quoi. Ah, encore plus gêné que devant Top Gun, c'est dire, parce qu'il y avait quand même un certain niveau. Tout est kitsch et genre, il y a que des clichés, mais... La nana, elle se fait assassiner dans le bateau. Il y a un personnage qui se fait assassiner. On l'a fait débarquer du bateau. Ils l'ont momifié. Oh, mais au secours! Au secours! Ils se sont dit, ah, c'est l'Égypte! Oh, on l'a momifié, voilà! Ah ouais, c'est l'Égypte!
C'est l'Égypte, c'est donc une momie, voilà. Et puis ils vont l'emmener à Assouan pour la mettre dans le temple. Non mais attendez, non mais j'étais où? J'étais où devant ce film? Ah mais quel crachat au visage de ce qu'a pu faire Agatha Christie, voilà. C'est un raté total, aussi bien au niveau de l'ambiance que des effets spéciaux, que du jeu d'acteur, que... Mais je crois que je l'ai mis si haut parce que j'ai jamais, rarement vu un film qui est si laid visuellement. Dans ce qu'ils ont voulu faire dans la direction artistique, déjà les effets spéciaux sont ratés, mais en plus, le choix artistique est moche, quoi. C'est moche. Ah, ça, tu ressors de cette séance-là, ça pique les yeux, quoi. Voilà, c'était Une mort sur le Nil. Nous arrivons dans le top 4. Numéro 4, ça commence à être vraiment de la merde, là. Ah, ça commence à reprendre un peu tout ce qui a été raté avant, et ça fait des mélanges, voilà. Ça fait des bébés bâtards de scénarios à chier, de images de synthèse dégueulasses. C'est Uncharted, hein, voilà, je l'ai pas dit, mais de jeux d'acteurs très mauvais, d'histoires assez pitoyables, d'adaptations ratées en plus, voilà, adaptation. Alors moi, je vais pas me mentir, j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai quand même déjà vu des extraits. Je suis à peu près certain que Nathan Drake, il tue des gens dans le jeu en fait. C'est un jeu de gunfight, non? À la première personne, c'est pas ça? Ah, c'est... ouais, non. Mais là, non, c'est Tom Holland, il a une image. Tom Holland, il a un flingue pendant tout le film. Mais alors, il s'en sert pour tirer sur des câbles, pour tirer sur des tonneaux, pour mettre des coups de crosse. Alors, tu verras jamais un mec mourir, ou en tout cas hors champ dans ce film. C'est un film qui prône la non-violence, évidemment, puisque c'est un film dont le rôle principal d'un personnage de 40 ans a été confié à un putain d'ado. Non, je sais pas quel âge il a, Tom Holland, mais enfin, excusez-moi, le film il crie adolescence, quoi. C'est vraiment, ouais, regardez, on va prendre une série de jeux vidéo et on va l'adapter pour les ados. Tous les personnages principaux, c'est des ados, quoi. À part comment il s'appelle, Mark Wahlberg, qui aurait fait un bien meilleur Jake, je crois, hein, que Tom Holland. Mais c'est que des fucking teenagers, quoi. Pareil, t'as l'impression d'être dans une cour de récré. Ils ont tous 17 ans et ils cherchent des trésors aux quatre coins du monde, ils courent dans tous les sens. Ils ont des budgets illimités, ça n'a pas de sens. Enfin, moi j'y crois pas, déjà j'y crois pas une seconde. Deuxièmement, j'y crois pas parce que leur aventure est inintéressante. Moi je suis très client de ces trucs un peu voilà, aventure en mode Lara Croft, en mode Benjamin Gates. Moi j'avais beaucoup aimé les Benjamin Gates, je peux être très client et justement très facilement ouvert d'esprit par rapport à ça. Mais là, pour vous montrer la connerie de ce film, à un moment il découvre des catacombes de je sais plus quelle ville, à Rome ou un truc comme ça. C'est censé être un truc qui n'a jamais été découvert pendant des milliers d'années. Et il parle toutes les 30 secondes via une bouche d'égout avec Mark Wahlberg. Il faut, ah c'est bon, vous avez trouvé les catacombes cachées depuis des milliers d'années? Ah, personne s'est jamais dit je vais regarder dans la bouche d'égout, quoi. Oh, c'est un des plus grands mystères de notre temps, un trésor caché pendant des millénaires qui n'a jamais été découvert. Ouais. Il n'y a jamais un égoutier, il se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Tout est sorti d'un chapeau, c'est vraiment juste on a trouvé un élément qui donne un autre élément pour avancer. Voilà, regardez, on fusionne deux croix en même temps et ça fait la caquette à Jacques Chirac. J'ai pas ce sentiment d'application dans les énigmes, dans la découverte, dans le sentiment de voyager. Les scènes d'action sont pas palpitantes, quoi. Et les scènes d'action qui sont reprises du film, là, enfin du jeu vidéo, il est accroché à l'arrière d'un avion et il remonte en s'agrippant au câblage et tout ça, mais en fait j'ai oublié ce film. Il fait partie des films que j'ai oublié, dont j'ai dû regarder de nouveau la bande-annonce pour me souvenir de ce que c'était. Et la course-poursuite à la fin, enfin, deux bateaux accrochés à des hélicoptères qui se tirent dessus au canon. J'étais en mode, mais je suis où, putain, c'est d'une connerie. En vrai, je me dis pourquoi pas, il y a un côté très over the top, très délirant, je pourrais rentrer dans le délire. C'est juste que la scène d'action, c'est pareil, bouillie d'effets spéciaux, moment gênant. Il y a un moment où Tom Holland il joue au capitaine pirate, il fait ah c'est génial, ouais, hisser le pavillon, oh là là, j'ai toujours rêvé de faire ça. Putain, mais j'étais où? Oh là 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 là. Gros film de préado, boutonneux, crétin, là. Histoire écrite avec le cul, là. Il y a un méchant, je sais même plus pourquoi il est méchant. En fait, en sortant du film, je suis sûr que j'avais plein de griefs contre lui, mais je m'en souviens tellement pas, il m'a tellement pas marqué. Je me souviens juste de blagues nulles, pas drôles, que tout est sorti de ma mémoire, en fait. Faudrait que je note, en fait, pour pas oublier à quel point ces films sont nuls. Parce que là, j'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire dessus, mais c'est pas grave, puisque nous allons passer au top 3, les amis. Les top 3 des pires films que j'ai vus en 2022. Les 3 plus gros ratages de cette année. Numéro 3. Numéro 3, c'est Graou les dinosaures, c'est Jurassic World 3. Jurassic World 3, qui est donc la pire trilogie du 21e siècle, quoi. Moi, je pense que on voit aussi qu'une civilisation est décadente à son art, quoi.
Et je me demande quand est-ce que les gens ont commencé à se rebeller face à ces trilogies et œuvres des années 80 qui sont ressucées, pompées jusqu'à la moelle, recrachées, revomies dans une version édulcorée, modifiée, qui n'a rien à voir de base avec l'œuvre originale. Je veux dire, le Jurassic World 1 et 2 étaient à chier, particulièrement le 1. Hein. Moi, j'ai quand même plus de sympathie pour le 2 parce qu'il y a des images de Bayonetta qui me restent en tête. Mais alors, celui-là, mais putain... Waouh, il faut le voir pour le croire, quoi. Putain, j'ai des amis qui se sont amusés devant, quoi. J'ai des amis qui se sont amusés devant la connerie le bébé dinosaure à qui on parle, des dinosaures qui font maintenant partie du monde des humains. Ah, t'es en train de construire un immeuble, il y a un diplodocus qui passe, mais je suis où? Déjà, ça m'avait l'air bien con. Quand le 2 s'était terminé, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, Jurassic World, ils partent sur un monde avec des dinosaures dedans, d'accord. Qui est de la publicité mensongère d'ailleurs, parce que ça, vous allez voir 2 secondes, vous allez voir une petite course-poursuite en ville, qui est peut-être, je trouve, quand même le moment le plus intéressant de ce film, où je me suis dit, ah ouais, tiens, effectivement, on voit des dinosaures dans le monde des humains, quoi, voilà. Ouais. Mais, vous êtes bien trop plein d'espoir. Vous avez été eu par cette fausse publicité parce que, évidemment, je vous le donne en mille, où se termine l'action du film et toute la deuxième moitié du film. Dans le monde des humains des dinosaures Ou alors, dans un parc, dans un putain de parc. Encore un fucking parc. On a détruit le parc dans le 2 et on revient dans le... Quand ils l'ont fait, je t'en dis non. Putain, on y retourne dans le parc avec un espèce de mec, une parodie de Steve Jobs, on peut plus des parodies de Steve Jobs. Ah, c'est un parc qui est là pour faire du pognon, ils ont recréé un parc et on retourne dans un parc. Au début du film, il y avait, je trouve, des idées intéressantes avec justement l'écosystème qui est modifié, l'espèce d'énorme sauterelle monstrueuse qui dévaste les champs. Et tu te dis, ah bah, il y a un truc à faire, il y a un truc à changer et tout ça. Et à la fin, la conclusion c'est, ah bah non, en fait, ah bah c'est vrai que... Les dinosaures c'est dangereux, mais je suis sûr qu'on peut quand même vivre ensemble les uns les autres. Pas vrai, monsieur Grant? Grant qui était en mode, mais non, c'est mort. Putain, on va tous crever si on vit avec des dinosaures. L'être humain n'est pas fait pour cohabiter. Et à la fin, il regarde un dinosaure, il est un peu en mode, bon, tant pis, c'est comme ça, hein, voilà. Oui, parce que vous avez peut-être reconnu le nom, mais évidemment, ce film nous fait l'affront ultime et stupide de ramener tous les anciens personnages des anciens films pour les remettre dans ce Jurassic World 3. Putain, je sais pas ce qu'ils ont dû allonger comme chèque pour réussir à les pousser à venir prendre la relève, mais c'était une des pires idées de la Terre. Toutes leurs scènes sont nulles, inintéressantes, leurs dialogues sont pourris. Ils n'amènent rien au film, ils ne font jamais avancer l'intrigue. Et surtout, on se retrouve avec une flopée de personnages. Ils sont quoi? Ils sont 10 du coup au final, avec la gamine, avec la pilote d'avion qui débarque dans le film. On ne sait rien d'elle, elle n'a aucune espèce de personnalité, on sait pas ce qu'elle fout là. Et d'un coup elle se retrouve embarquée là-dedans parce qu'elle aime pas trop les méchants. Et ça en devient un personnage principal du film. Alors l'actrice est très charismatique, hein, elle a de la gueule et tout ça, mais tu ne sais pas qui est cette personne, tu connais pas son prénom, enfin en tout cas tu retiens pas, ça c'est sûr. Tu sais pas ce qu'elle fout là, elle se retrouve mêlée aux événements de la fin, quoi. Et encore, il y aurait des scènes d'action cool, il y aurait des trucs un peu mémorables. C'est vraiment la foire au caméo, il y a Omar Sy qui arrive, il repart. Il y a des dinosaures qui sont dirigés avec des télécommandes. À la fin, t'es dans une espèce de rail Disney, t'es dans les grottes et il y a des gros dinosaures à crête qui les attaquent. Je suis à putain de Disneyland, je suis à Disneyland. Quand ils retournent dans le parc, c'est Disneyland. La souffrance que j'ai eue devant ce film, la souffrance. À la fin, ils nous font les vieux trucs fanservice avec... Il y a une fontaine, c'est un cercle, et il y a le tyrannosaure qui passe derrière, et ça fait la forme du Jurassic Park. Mais putain, c'est épuisant en fait. Ce film, c'est la décadence. C'est la décadence. Tous les acteurs sont nuls. Chris Pratt, mais il y a des gens qui trouvent que Chris Pratt c'est un bon acteur. Il est nul. Il est nul. Il a sa vieille gueule d'un merloc là qui surjoue. C'est pérave, c'est pérave. Il n'y avait pas une intrigue d'ailleurs avec la gamine dans l'épisode d'avant qui disait que c'était une clone et qu'en fait elle a été faite grâce à de l'ADN et tout ça. C'est... Il y a Bastan, on a oublié, on n'en parle plus, mais... Il y a encore... Mais même sur ce quoi j'attendais le film... Enfin, je me dis, ok, je peux peut-être me reposer là-dessus, il est à chier, quoi. Les fonds verts, mais sont dégueulasses. Il y a des chevaux en fond vert, mais bah
Bah, c'est horrible, les dinosaures ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, ramenez les animatroniques, putain. Avec un peu de chance, ils en feront un 4. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une pire trilogie en tête, mais franchement, je crois que celle-là, pour moi, elle a la palme d'or. Palme d'or du néant et de... Oh, regardez, il y a des dinosaures. Et un dinosaure, il est encore plus gros que celui d'avant, parce que les gens aiment bien quand t'es gros dinosaure comme ça, et c'est le gros dinosaure, mais cette fois, c'est le T-Rex qui gagne à la fin. Et ouais, parce qu'ils ont bien compris ce qu'ont dit les spectateurs pour Jurassic World 1. C'est le T-Rex le plus fort et c'est lui qui va gagner à cœur. On a cru qu'il était mort, en fait il est pas mort, voilà, il fait un comeback. Ouais, ça c'est du grand scénario, ça c'est, ouais. Putain, les gens ils devaient être debout là dans la salle de cinéma en train d'applaudir, incroyable, incroyable. C'était horrible, je me suis fait chier comme un rat mort, comme un dinosaure mort, lol. Mais il y a pire que ça, les amis, il y a pire que ça, puisqu'il y a le numéro 2, un des réalisateurs que je préfère dans ma vie, au monde, que je trouve génial. David Cronenberg, qui a fait Les Crimes du Futur. Oh, c'est quand même un mec qui a fait Crash, Existence, La Mouche, qui a fait Vidéodrome. Oh, c'est un boss, ce mec. C'est un mec qui a fait tellement des chefs-d'œuvre. Et là, on se retrouve avec ça. My fucking god. Avant même de vous parler du film, on sent que la production design, il n'y a pas beaucoup de sous, quoi. Ah, les sous, je sais pas où ils sont passés, mais c'est très moche. C'est vraiment des espèces de bureaux vides. Ils ont tourné ça un peu à l'arrache dans des immeubles bien moches. Cronenberg est censé être le maître du body horror. Et alors là, c'est clair, c'est un film qui est axé sur le body horror. Hein, c'est... Bon allez, je vous parle de l'histoire parce que... En fait, alors c'est très marrant parce que l'histoire, en sortant du film, je me suis dit, mais c'est là, je racontais le film à quelqu'un. Le pitch est vraiment cool, quoi. C'est un univers dans lequel les gens ne ressentent plus la douleur. Et il développe des nouveaux organes, l'espèce humaine évolue, et il y a un artiste qui fait de la performance, qui se fait enlever des organes en live, qui ont été tatoués, bref, qui se retrouve approché par la police pour infiltrer une organisation qui lutte parce que ils sont en train de défendre une nouvelle évolution de l'espèce humaine, des êtres humains qui arrivent à ingérer du plastique. Et mêlé à ça, un groupe de 2 assassins. Ouais, le pitch de base pourrait être cool, quoi. Mais c'est juste bizarre, mais pas bizarre dans le bon sens, quoi. Le body horror, ça marche pas du tout. C'est pauvre, c'est laid, ça joue mal. L'histoire, elle est caduque, on comprend pas là où ça va en venir. Ça n'avance pas. Puis vraiment, ouais, le body horror est gênant. Pas parce que justement, il est gênant, il est dérangeant. T'es plus en mode, putain, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Quel délire, il y a aussi Kristen Stewart dedans, mais qui joue tellement mal. Léa Seydoux, elle joue tellement mal. Même comment il s'appelle, Viggo Mortensen en plus, quoi. Tu te dis, putain, mais il y a un casting stylé, mais on leur fait faire n'importe quoi. Franchement, vous allez voir, juste à la bande-annonce, vous allez vous dire, ah ouais, le film, il a l'air perché de ouf, quoi. Mais la bande-annonce me donnait quand même envie, il y avait une ambiance, il y avait une musique, il y avait un truc. C'est le vide cosmique, ce film, en fait. C'est vraiment le film qui n'a rien à dire, qui n'a pas de tension, qui a le cul entre plein de genres différents, qui est une espèce d'aberration, quoi. Qui aurait pu être un parti pris intéressant, de faire un film totalement aberrant et tout. Mais juste là, t'as l'impression qu'il échoue dans ce qu'il veut faire, quoi. C'est bizarre à regarder parce que c'est gênant à regarder, quoi, parce que c'est raté. En fait, c'est raté. Puis encore, voilà, je trouve que souvent, Cronenberg, il invente des machines, il invente des êtres étranges, il invente des choses, là c'est un peu cheap, quoi, voilà. Les crimes du futur, c'est franchement, c'est nanardesque. Ça frise le nanar tellement ça joue mal et tellement c'est zarbe, quoi. Le film, il est bizarre, quoi. Il est bizarre, mais pas dans le sens du terme. Moi, je voulais voir un film bizarre. Un truc où tu te pars dans des directions que t'as jamais vues, t'attends des trucs étonnants et tout ça, mais il est bizarre dans sa manière où il est raté, quoi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il est mal foutu, quoi. Mal foutu. Ouais. Cronenberg, quoi. Matez-vous, un Chromosome 13 et tout, c'est des films qui m'ont bien traumatisé. Scanners, la bombe, comment il a pu faire des trucs de ouf et arriver à ça, quoi. Terrible. Terrible, les amis, mais nous arrivons au numéro 1. Le numéro 1, le pire film que j'ai vu cette année, c'était Moonfall, la lune qui tombe, un film de Roland Emmerich, qui est une merde cosmique par tous les aspects, en fait. Je crois que c'est rare que j'ai vu un si mauvais film, qui soit si mauvais en tout, mais surtout qui soit un tel nanar raté. C'est-à-dire que je pense qu'en allant voir ce film, je m'attendais à une énorme bouse complètement délirante, mais justement j'avais espéré que ce soit un nanar. Que le film est tellement mauvais que à aucun moment tu rigoles. Je sentais qu'il y avait plein de gens qui dans la salle étaient venus un peu dans le même état d'esprit que moi, parce que les gens riaient du film, les gens se moquaient du film, voilà.
Donc les gens étaient vraiment venus le voir en mode c'est un nanar et il faut pas le prendre au premier degré. Parce que si tu le prends de toute façon au premier degré, c'est absolument terrifiant. Pour vous expliquer le pitch de ce film, c'est que un des personnages principaux qui est un complotiste complètement délirant et con, c'est un acteur de Game of Thrones, celui qui jouait Sam dans Game of Thrones, bref, c'est un complotiste complètement délirant qui pense que la Lune est creuse. Que la Lune est une super structure qui a été construite par des extraterrestres. Et il a raison. Et oui. Et voilà. C'est le film QAnon où en fait les complotistes bon, ils ont des théories délirantes, mais en vrai c'est ça. C'est ça, donc c'est un petit mec dans sa cuisine, voilà, hein, en allant chercher, en croisant 3 informations sur internet et en faisant 4 calculs, et ben il a découvert que la Terre, la Lune était creuse, voilà. Donc la Lune est un vaisseau spatial extraterrestre en fait, voilà, juste, non mais voilà, je l'ai dit, juste là, vous devez vous dire, il y a un problème, il y a un souci, c'est un vaisseau, c'est pas ce n'est que le début des conneries, attention. C'est un vaisseau spatial extraterrestre qui va s'écraser sur la Terre. Et donc ils envoient un scientifique, Alberi, et ce mec-là, le complotiste, pour aller sauver la Terre. Et à partir de là, c'est une suite, une débâcle de conneries. Toutes les scènes d'action sont ratées, sont nulles. En plus, tu suis des gens qui essaient de fuir la catastrophe, un groupe de gamins. C'est inintéressant ce qui se passe, ils se font attaquer par des gens. Il y a des courses-poursuites, mais complètement délirantes, où tout s'effondre et les voitures elles sautent d'une corniche en train de s'effondrer à l'autre. Voilà, c'est évidemment totalement over the top et délirant, mais c'est même pas fun dans ce que ça veut faire. Voilà, pour vous montrer la connerie de ce film, à un moment il y a en fait la Lune elle va s'écraser sur Terre et donc elle tourne autour de la Terre en se rapprochant petit à petit et du coup l'attraction terrestre est modifiée. Et à un moment il y a un mec il est écrasé sous un arbre. Juste de me rappeler, c'est incroyable. Il est écrasé sous un arbre. Et ils n'arrivent pas à le soulever, mais il y a la Lune qui passe au-dessus avec la force d'attraction de la Lune. Ils arrivent à soulever l'arbre. Ah, la science est absente de ce film. Voilà, ne vous attendez pas à avoir une petite thèse sur comment fonctionne la gravité. Ils refont pareil à un moment avec une voiture qui saute un ravin, qui va tomber et oup, l'attraction de la Lune, ça la soulève. Non mais c'est vraiment, je sais pas de quel esprit tordu... ce film est né, mais Emmerich fait vraiment de la merde, quoi. Bon, ça a jamais été un réalisateur que j'ai bien aimé, hein, depuis Independence Day. Ces films catastrophes sont des catastrophes, hein, généralement. Independence Day, tu peux te marrer devant, voilà, je trouve que tu peux y prendre du plaisir, même en te moquant du film, mais même là, tu peux pas... En fait, c'est tellement abrutissant que je ne pouvais pas me moquer. En fait, ah oui, alors parce qu'après, ça va plus loin cette histoire. C'est que la Lune, c'est une méga structure qui est en fait un vaisseau de l'humanité. L'humanité qui a vécu ailleurs, mais qui avait créé une intelligence artificielle qui les a détruits et sont venus se réfugier sur Terre. Donc, les créationnistes, tout ça, voilà, let's go, hein. Donc c'est l'humanité qui a créé l'humanité sur Terre. Et sauf que cette espèce de robot intelligence artificielle qui est trop moche, trop mal fait et tout ça, eh bien il essaye de les détruire, il est à l'intérieur de la Lune et c'est lui qui veut faire s'écraser la Lune sur Terre. Oh putain, mais plus le film avançait et plus vous rentrez dans ces discours longs explicatifs de quelle est la solution, pourquoi la Lune va s'écraser sur Terre, plus tu te dis mais je suis chez les maboules en fait. Là je suis dans un asile de foldingo. Les mecs qui ont écrit ça sont des teubés absolus quoi. C'est des gogoles, enfin c'est crétin quoi, voilà, enfin un film crétin, avec sacrifice de crétin à la fin, tout est crétin, le président qui va envoyer une bombe nucléaire sur la Lune, il reste 30 secondes, tout est en train de s'effondrer, et il y a le major dont la femme est également sur la Lune, dit non c'est mort, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va réussir, et qui braque le président avec son flag et tout. Oh, ce film est une série de scènes explicatives et de scènes d'action, mais ratées, tout est raté dans ce film, voilà. J'aurais aimé à la fin que la Lune s'écrase vraiment sur Terre pour que le film se termine de manière un peu plus palpitante que ce que j'ai vu. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont l'espoir de rire un peu et de se moquer du film, mais vous ne trouverez pas ça dans le film. Vous trouverez juste des théories conspirationnistes et une belle brochette d'effets spéciaux bien dégueulasses. Voilà les amis, c'était mon flop film de l'année 2022. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour mon top film et mon flop film 2023, oui, on est en 2023, tout à fait. Dites-moi évidemment ce qu'ont été vos pires films cette année, ce que vous avez le plus détesté. Ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à l'année prochaine et au plaisir de pouvoir refaire ça avec vous. Ciao, ciao!